C'était pas mieux avant? Je pense. Je sais pas. Ah, voilà. Voilà, vous préférez, parce que comme ça, vous êtes au centre. Non, je veux pas être au centre. Qu'est-ce que c'est ça? Oh Mais bon, là là. ça se présente de Oh, de cette manière. c'était simplement une question d'habitude. C'est tout. Oui. Il y a aussi autre chose que je peux placer aussi de cette manière. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Euh, Bien, alors nous sommes arrivés donc au deuxième livre de la Torah, le Sefer Shemot, qui est traditionnellement appelé Sefer Hagalut VeHageoula. Et nous aimons rappeler l'enseignement du Maharal de Prague dans Netzach Israël, qui explique que l'intellect humain fonctionne de telle manière qu'il comprend une chose à partir de son contraire, et que par conséquent, on ne peut comprendre ce que signifie la Géoula, c'est-à-dire la libération ou la délivrance, qu'à partir de son contraire, à savoir l'aliénation. Euh, et, euh, et en l'occurrence, le fait que l'une des dimensions fondamentales de cette aliénation, c'est l'exil, et que la délivrance de l'exil signifie le retour en Eretz Israël. Euh, Cela nous donne un aperçu du plan général de ce deuxième livre de la Torah, à savoir que la première moitié de ce livre, jusqu'à la paracha de Teruma, c'est-à-dire y compris les parachiotes de Yitro et de Mishpatim, qui font partie de la première partie donc du livre, sont consacrés au thème de la sortie d'Égypte. Et euh, je voudrais d'une part attirer l'attention sur le fait que euh, la partie descriptive de ce qui se passe en Égypte, c'est-à-dire euh, de la montée en puissance de l'oppression et de tout ce qui l'accompagne, euh, sont décrites de manière très vigoureuse, mais également de manière relativement brève. C'est-à-dire que l'essentiel du texte concerne, en fin de compte, beaucoup plus les péripéties de la délivrance que la description à proprement parler de la partie de l'exil et de l'oppression qui sont bien entendu présentes. Et je voudrais comparer cela à deux autres passages de la Torah. L'un qui se trouve au début de la paracha de Mishpatim. Au début de la paracha de Mishpatim, la Torah nous parle de Eved Ivri, Kitikne Eved Ivri, et ce n'est pas le moment de rappeler les circonstances dans lesquelles une personne peut se trouver soumise du point de vue de sa force de travail à un patron, à quelqu'un d'autre, mais le fait que la Torah
a beaucoup plus euh, en, en intention de décrire le processus de la sortie de cette situation de servitude que de décrire la situation de servitude elle-même. Le deuxième exemple, c'est celui du deuil, où la Torah va décrire le fait qu'il y a deuil, mais elle va surtout parler des étapes de la sortie du deuil. Bien entendu, surtout dans la Torah chez Béalpé, on va déduire tout un ensemble de réglementations, de halachot, concernant les obligations du maître à l'égard du serviteur et du serviteur à l'égard du maître. Et de la même manière, elle va décrire les règles prescriptives du deuil pour les endeuillés, mais néanmoins, ce qui est le point focal, si vous voulez, de la préoccupation de la Torah, c'est quand même de décrire que ces situations qui sont des situations existentielles, la servitude et le deuil, sont des situations dans lesquelles on ne doit pas rester. Et que donc l'essentiel, c'est de savoir que ça existe, mais qu'il faut en sortir. Et je fais le parallèle avec Galout et Geoula. Euh, la famille de Jacob est descendue en Égypte pour s'associer à l'effort de Joseph qui voulait tenter de sauver la civilisation humaine du dedans de cette civilisation elle-même par, disons, éducation ou rééducation de l'intérieur, et que la Torah nous a enseigné l'intensité de l'effort et les circonstances de l'échec. Et d'ailleurs, les descriptions concernant la description de l'échec continue au début de Sefer Shemot en décrivant précisément la manière dont la société égyptienne va progressivement réduire les Hébreux à l'esclavage. Et donc, à partir de ce premier point, nous avons à considérer précisément un certain nombre d'enseignements que la Torah nous donne concernant cette évolution progressive, lente, mais apparemment, semblerait-il, inéluctable. On étudie cela aussi dans le texte de Brit Ben Abetarim. Brit Ben Abetarim, c'est lorsque l'annonce de l'exil est donnée à Abraham, Yadoa Teda Ki Ger Zaracha, Be'eretz Lo Lahem, Vavadum, Ve'yaranu Otam, et donc de description de la manière dont progressivement une certaine situation se développe. Et il semblerait que la Torah veuille nous donner la description, je ne voudrais pas utiliser le terme de fatalité, mais plutôt peut-être d'inéluctabilité, de dire que d'un point de vue psychosociologique, euh, lorsque un groupe humain se trouve minoritaire au sein d'une civilisation étrangère, eh bien, la réaction finit par être inéluctable
et que le renversement se produit précisément lorsque il semblerait que la symbiose ait réussi. Et l'histoire nous en donne d'ailleurs un certain nombre d'exemples concernant on va utiliser le terme sociologique de communauté, des communautés juives installées dans d'autres pays. Et les deux exemples principaux que nous avons dans l'histoire moderne, c'est l'Espagne et l'Allemagne. Symbiose à ce point réussie que les communautés juives s'appellent des noms de leurs pires oppresseurs, Sfaradi, Ashkenazi. Sfaradi, ça veut dire espagnol, Ashkenazi, ça veut dire allemand, et que c'est quand même extraordinaire que d'une manière quasi, comment dirais-je, orgueilleuse, les Juifs tiennent à s'appeler de ces noms-là, Ashkenazim, Sfaradim. Et de là surgit, si vous voulez, un point important pour la compréhension de l'histoire, à savoir que lorsque les communautés juives ne parviennent pas à se détacher de ces pays qui ont été accueillants et qui deviennent oppresseurs, précisément lorsque la symbiose semble avoir réussi, alors la catastrophe se déclenche. Cela s'étudie d'une manière très précise, précisément dans Netzach Israël, ce livre du Maharal dont je citais l'enseignement tout à l'heure, quant au fait qu'on ne peut apprendre le sens de la délivrance qu'à partir de l'oppression de l'exil. Et je voudrais prendre dans notre paracha 3 moments qui permettent d'approfondir un peu ces perspectives. Rav, du point de vue, si vous me le permettez, on a vu ça plus près que nous. Il y a bien sûr les exemples frappants de l'Espagne et de l'Allemagne, mais je ne sais pas si vous vous souvenez des années 80 en France. On avait une position, enfin, entre les années, disons, 60 et 85, une position très importante de la communauté juive. Et puis, ça s'est terminé. En Algérie, ça a été encore plus rapide. Jusqu'en 60, disons, la communauté juive était excessivement forte. Tous les grands postes étaient de médecins, de professeurs, etc. Et subitement, dès que l'on se sent bien, ça s'écroule. Il y a un texte, Rav, si vous avez la possibilité de le retrouver, que j'avais lu à l'époque, du Kli Yakar, qui explique ça. J'ai beau essayer de retrouver ce texte, je ne l'avais pas noté, où il explique exactement ça, le Kli Yakar. Oui. Si un jour vous tombez sur le texte, j'aimerais bien en avoir la référence. Bon, j'espère que je me fais pas mal en tombant. Oui, d'accord. Si vous vous élevez sur ce texte. Mais je me souviens effectivement vaguement de ce texte. Je n'ai pas la référence en tête de savoir à quel propos le Kliakar en parle, mais en tout cas, le Kliakar, comme on dit, Kishmo Kenhu, c'est un outil extrêmement précieux et qui demande effectivement à être étudié de manière assez systématique dans l'étude de la paracha et du texte de la Torah d'une Pour tout manière vous dire, générale. j'ai très, très peur pour les Juifs d'Amérique. Ah, eh ben, oui, bon, on voit très bien que
Il y a dans la société américaine une évolution tout à fait dramatique, je dirais. Et je me souviens de cours de Manitou dans les années 70 dans lesquels il annonçait cela et cela nous paraissait totalement irréaliste compte tenu de la manière dont cette communauté juive très diversifiée aux États-Unis semblait intégrée institutionnellement et socialement aussi bien dans la société elle-même que dans les appareils d'État et enfin bref. Oui, Euh, mais vous faites bien de rappeler, j'ai mentionné essentiellement les deux grands moments que nous connaissons, mais effectivement, d'ailleurs, les événements de ces derniers mois, avec leur violence aux États-Unis, euh, semblent bien indiquer euh, ce type de loi sociologique, en quelque sorte. Et donc, euh, la Torah, après avoir rappelé l'arrivée des Hébreux en Égypte, sont tous les premiers versets de la Torah, et indique de manière un peu furtive, mais très claire, que aussi longtemps que Joseph et ses frères étaient encore vivants, donc la famille immédiate d'Israël, les pères des tribus, eh bien, la partie oppression n'avait pas encore vraiment commencé. Mais nous savons déjà, depuis les obsèques de Jacob, que les Hébreux se découvrent prisonniers en Égypte. Lorsque la Torah nous dit, bien voilà, le cortège funèbre qui va accompagner Jacob jusqu'à la caverne de Marpella en Eretz Canaan, en Eretz Israël, lorsque ce cortège extrêmement important, accompagné de hauts dignitaires de l'Égypte, etc., se déplace pour aller d'Égypte en Eretz Israël, eh bien, euh, les enfants restent en Égypte. Euh, et donc, les Hébreux vont se trouver en quelque sorte contraints de revenir en Égypte parce que les enfants sont restés là-bas. Les commentateurs insistent beaucoup sur les raisons pour lesquelles euh, Jacob a demandé à Joseph sous serment de ramener son corps pour être enterré en Eretz Israël, parce que ils étaient tous deux conscients du fait que le Pharaon allait s'opposer à cela et qu'il n'y accéderait que parce que Joseph peut dire j'ai juré, je ne peux pas faire autrement. Mais que s'il n'y avait pas eu serment, le Pharaon aurait empêché cet enterrement de Jacob hors d'Égypte. Et dès la paracha de Vaïgash, il y a toutes sortes d'indices qui montrent que Joseph devient conscient du fait que sa tentative allait échouer, bien que il semble qu'il y ait une grande réussite de son projet de transformation de la société égyptienne à partir de réformes socio-économiques profondes. Euh, mais finalement, dès le début de la paracha de Vaïechi, les choses se dévoilent lorsque Jacob demande sous serment à Joseph ne m'enterre pas en Égypte et que Joseph lui répond
Anochi e'aseh kidvarecha, je ferai selon tes paroles, et qu'on doit dire moi-même je ferai selon tes paroles. Jacob lui dit, jure-le-moi. Mais il lui avait déjà demandé dès le début, Simna yadecha tachat yerechi, et cette formule est une formule d'assermentement. Et donc, Jacob accepte bien le fait que Joseph s'engage à ramener son corps pour être enterré dans le caveau de Marpella, mais ce que Joseph lui dit, c'est que ce que tu demandes pour toi, moi-même, je le demanderai pour moi. Anochi e'aseh kidvarecha, moi-même, je ferai selon tes paroles, c'est-à-dire moi-même, je demanderai cela. Et à la fin de la paracha de Vaïchi, Joseph assermente ses frères en leur faisant jurer qu'ils feront jurer de génération en génération. Chaque génération assermentera la génération suivante, leur disant Pakod ifkod Elohim etrem, lorsque viendra le temps de la délivrance, ve'elitem etatzmotai, misé, et vous ferez monter mes ossements d'ici. Euh, dans la paracha de Beshalach, que nous allons aborder dans quelques semaines, très prochainement, la Torah va ajouter Itechem, avec vous. Vous remonterez d'Égypte et vous me ramènerez avec vous. C'est-à-dire que l'échec de la tentative de Joseph doit être intégré à l'histoire d'Israël et pas rejeté hors de l'histoire d'Israël. C'est un point très important. Lorsque les Hébreux vont sortir d'Égypte, c'est Moïse lui-même qui va avoir à s'occuper de retrouver le sarcophage de Joseph pour qu'il accompagne la marche des Hébreux vers Eretz Israël. Et donc, la Torah va décrire de manière très circonstanciée la manière dont l'Égypte va tenter de s'assimiler euh, la, la, la dynamique vitale d'Israël et faire disparaître Israël euh, dans le processus. Et ce sera l'arrière-plan sur lequel la Torah va décrire la naissance de Moïse, son adoption par la fille de Pharaon, le fait qu'il sera élevé euh, pendant ses 3 premières années dans sa famille originelle. Et sa famille originelle, c'est la famille du chef de la tribu de Lévi, qui, du même coup, est le chef d'Israël. Et Moïse va apparaître très rapidement comme étant héritier d'une double souveraineté, héritier de la souveraineté hébraïque et héritier de la souveraineté égyptienne. Et potentiellement, du sein de cette double éducation, de ce double héritage de Moïse, eh bien, une double fraternité va se dégager. Et lorsque la Torah va nous dire Vaïgdal Moshe et Moïse grandit, et le verset précédent avait dit Vaïgdal Hayeled, et donc il y a deux moments. Un premier moment qui est celui de l'évolution naturelle. On passe du stade de la petite enfance au stade de l'enfance puis de l'adolescence. On passe de Yéled à l'âge adulte. Et puis le verset suivant, Vaïgdal Moshe. Et Moïse grandit. Alors, différents midrashim nous disent que Moïse accède en Égypte à un statut de dirigeant. Il reçoit des responsabilités sociopolitiques. Et à ce moment-là,
Vayetze el Echad, et il est sorti vers ses frères. On ne peut pas ne pas remarquer le parallèle avec l'identité de Joseph. Et donc il y a une très profonde similitude entre l'identité de Yosef et l'identité de Moshe. Et achai anochi mevakesh. Je suis à la recherche de la fraternité, je suis à la recherche de mes frères. Je demande mes frères. Et achai anochi mevakesh. Et Yosef déclare cela dans un moment de crise qui va le conduire finalement en Égypte. Et Moshe euh, accomplit en quelque sorte cette même démarche à un moment qui va se révéler également un moment de crise lorsque il prend conscience du fait que le mouvement inverse de celui qui a amené Joseph en Égypte doit être entamé. Et donc, certains commentateurs vont nous le dire, en quoi consiste la grandeur de Moïse? C'est de sortir vers ses frères. Aller vers ses frères, c'est ça la grandeur. Mais la question qui se pose à Moïse, euh, dans cette situation où la société hébraïque est tout entière incluse dans la société égyptienne en parallèle en quelque sorte, parce que les Hébreux sont supposés principalement être Eretz Goshen, c'est-à-dire pas tout à fait en Égypte, mais malgré tout sous l'emprise de l'Égypte, et que finalement, ils ont été réduits en esclavage. Euh, et j'ouvrirai peut-être tout à l'heure une parenthèse concernant la description des travaux auxquels les Hébreux étaient astreints, c'est-à-dire la fabrication de briques. Peut-être je vais en parler tout de suite. Il me semble en avoir parlé déjà à plusieurs reprises, je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là ou dans d'autres cadres, mais c'est très intéressant que la Torah nous dise que les travaux auxquels les Hébreux ont été astreints, ça a été la fabrication de briques. Il s'agit de prendre de la terre glaise, de la pétrir avec de la paille pour en faire des briques. Et pour construire avec ces briques des bâtiments qui seront également des bâtiments publics, puisque la Torah nous dit explicitement que les Hébreux ont été occupés à créer des villes d'entrepôts pour des silos de blé d'ailleurs. Il faut savoir, c'est une donnée de l'égyptologie, qu'il y avait deux types de bâtiments en Égypte. Il y avait les bâtiments civils, si je puis dire, et les bâtiments religieux. Les bâtiments religieux étaient essentiellement en pierre de taille, alors que les bâtiments civils étaient en briques. Ce qui fait que vous oubliez Cécile B2000 et le film des Dix Commandements, les Hébreux n'ont pas construit les pyramides d'Égypte, ils n'ont pas construit les temples de l'Égypte, ni les temples ni les tombes pharaoniques que sont les pyramides. Euh, euh, c'est intéressant à divers titres, mais en particulier au fait que nous apprenons ainsi que les Hébreux n'ont pas été amenés par l'esclavage à participer à la construction des cultes égyptiens, des bâtiments du culte, que seraient les temples et les tombes. Mais c'était des bâtiments, si je puis dire, civils, dont nous dirions aujourd'hui qu'ils sont profanes. Et je pourrais développer ce sujet, mais ça mènerait à m'empêcher de parler des autres sujets dont je veux parler. Donc je vous l'indique simplement comme sujet de réflexion et comme orientation de réflexion sur à quoi les Hébreux en Égypte ont été astreints et à quoi ils n'ont pas été astreints.
Et donc Moïse sort vers ses frères. Vayar de Sivlotam. Et il considéra leur charge. L'hébreu moderne, l'hébreu contemporain, à travers certains glissements de sens, si vous voulez, qui sont inévitables dans l'histoire des langues, fait que le terme de Sevel euh, est devenu, mentalement en tout cas, synonyme de peine, de douleur. Et David Chouraki se trouve totalement décentré. Oui. Donc, je ne sais pas s'il faut recentrer le fauteuil ou recentrer la caméra, mais bon, euh, il est hors champ, comme on dirait en termes de cinématographie. C'est-à-dire qu'il chante pas. Voilà. Et maintenant, il faut baisser un peu parce que on voit la partie inférieure du visage. C'est beaucoup mieux. Et C'est donc, mieux. Bayard de Sivlotam, ça ne veut pas dire que il a vu leur douleur, leur malheur, etc. Non, il s'agit de considérer les charges inhérentes à l'organisation de la société, les la manière dont la population participe à l'effort collectif d'organisation de la société. Euh, Vous verrez au début du règne de Salomon, un peu après le début du règne de Salomon, lorsque il découvre un jeune homme compétent et doué qui s'appelle Jéroboam, et que Salomon va le mettre en charge du Sével des tribus du Nord. Il n'y a pas encore eu la sécession, mais déjà, il y a le fait que ce jeune homme qui n'est pas sorti de l'ENA, mais qui aurait pu, euh, s'est révélé un organisateur compétent, un chef compétent pour organiser le fonctionnement de la société. Al-Sevel Bet Ephraim. Et donc, Bayard de Sivlotam, il a considéré les charges incombant aussi bien aux uns qu'aux autres, à ses frères les Égyptiens, à ses frères les Hébreux, conscient des différences. Mais euh, dans la formulation du verset, le terme de Sivlotam à ce stade est indifférencié. C'est aussi bien des uns que des autres. Et nous devons faire attention au biais que nos habitudes de pensée provoquent, à savoir que s'agissant de Moïse et s'agissant de ses frères, eh bien, la pente naturelle, c'est de croire qu'il s'agit seulement des Hébreux. Et d'ailleurs, nous avons un certain nombre de commentateurs classiques qui vont dans ce sens. Que déjà à ce moment-là, Moïse est plus préoccupé par la fraternité avec les Hébreux qu'avec les Égyptiens. Mais la fin du verset nous empêche de lire ce verset de cette manière. Parce que si tel était le cas, le verset aurait dû s'arrêter lorsque, dans la deuxième partie du verset, il se dévoile que Ish Mitzri Maké Ish Ivri. Et il n'était pas besoin d'ajouter Me'echav, d'entre ses frères. Parce que si les frères du début du verset sont déjà des Hébreux, alors il est évident que l'Hébreu de la fin du verset fait partie de ses frères. Il était inutile de le préciser davantage. Et donc, du dedans de cette prise de conscience de Moïse
des charges incombant à l'Égypte et aux Égyptiens et à celles incombant aux Hébreux, cette double préoccupation de fraternité, puisque on peut dire qu'il y a pour Moïse déjà un problème qu'on aurait appelé de nos jours de double allégeance, eh bien, il va constater Ish Mitzri, Maké, Ish Ivri, et à la fin Mecha. Or, il faut bien mettre en évidence le fait que le mot Ish dans ces deux expressions est superflu. S'il s'agit d'un pur phénomène de société où un garde-chiourme égyptien frappe un esclave hébreu, alors il suffisait de dire Mitzri Ivri. Vayar Mitzri Maké Ivri. Le fait que le verset dise Ish Mitzri Maké Ish Ivri indique que l'intention du verset, c'est de montrer que l'identité égyptienne opprime l'identité hébraïque. Le Ish, et Ish, c'est un terme de chashivut, c'est un terme de noblesse, dirait-on en quelque sorte. Il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit du quelqu'un de l'Égypte qui frappe le quelqu'un de l'hébreu. Et à ce moment-là, de manière très dense, la Torah nous indique que un choix s'opère chez Moïse et il va décider que c'est l'hébreu qui est son frère. Et dès ce moment-là, semble, à partir de la suite du récit, apparaître le fait que dès ce moment-là, Moïse commence à envisager la nécessité pour les Hébreux de quitter l'Égypte. Il faut se souvenir du fait que Moïse se sait hébreu. Il a reçu, je dirais, une première éducation fondamentale de la petite enfance concernant qui il est et d'où il vient, et de l'histoire qui accompagne cette identité. Dans le verset suivant, eh bien, on nous raconte que il va tuer l'Égyptien et l'enfouir dans le sable. Autrement dit, la décision que Moïse prend à ce moment-là, c'est que l'histoire va continuer par Israël et que la civilisation égyptienne, quant à elle, deviendra objet d'archéologie. Elle va être enfouie dans les sables. C'est ce qui s'est passé. Et le lendemain, il revient et il voit deux Hébreux qui se querellent. Et alors il interpelle celui qui s'apprête à frapper l'autre en lui disant pourquoi frapperais-tu ton frère? Et la réponse insolente de l'Hébreu lui dit mais qui es-tu toi pour me faire des réflexions? Incompréhensible. Moïse est connu de tous comme étant un prince d'Égypte. Comment un Hébreu, un esclave hébreu pourrait-il dire au prince d'Égypte qui es-tu pour me faire de la morale? À moins que nous comprenions cette interpellation en quelque sorte comme demandant à Moïse, je ne veux pas dire de se définir, mais de préciser sa situation, sa position.
Ah, le Hargeni Ata Omer, est-ce que tu comptes me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Euh, c'est ça ta conception de la manhigout, de la manière de diriger la société? Et, et à ce moment-là, je ne vais pas passer en mode de partage d'écran pour aller un peu plus vite. Je vais vous citer seulement les enseignements, en particulier l'enseignement de Rachi sur ce verset. C'est que dès le moment où Moïse constate qu'il y a querelle chez les Hébreux, il se pose déjà la question de savoir s'il mérite d'être délivré. Vous verrez dans le commentaire de Rachid, c'est en ces termes-là qu'il l'explique. Shema hem lo raoim le higael. Peut-être ne sont-ils pas dignes d'être délivrés. Et si Rachid nous dit ici que peut-être Moïse se pose la question, peut-être ne sont-ils pas dignes d'être délivrés, c'est que déjà cette intention, cette idée-là, s'était fait jour chez lui. Et nous savons que à ce moment-là, Moïse n'avait encore reçu aucune révélation, aucun appel de quelque nature que ce soit. Je voudrais d'ailleurs à cette occasion faire remarquer une chose, c'est que depuis que Dieu a parlé à Jacob, au moment où Jacob se préparait à Beersheba, dans la nuit de Beersheba, à descendre en Égypte le lendemain, et Dieu lui est apparu et lui a dit ne crains pas de descendre en Égypte et je te ramènerai, etc. Depuis ce moment-là, eh bien, il n'y a plus eu aucune révélation divine à qui que ce soit en Israël, jusqu'au buisson ardent. Ça veut dire que pendant 210 ans, il y a ce qu'on pourrait appeler de manière métaphorique silence radio, ou pour le dire encore autrement, Dieu n'a rien à dire à Israël tant qu'Israël est en exil. Et que la parole ne revient qu'au moment où va commencer à se dessiner le projet réel, pas l'intention, mais la réalisation du projet de la sortie d'Égypte. Comparez cela au fait que, après la faute des explorateurs, c'est-à-dire pendant 38 ans de la marche au désert, il n'y a plus de révélation. La révélation va reprendre lorsque le dernier survivant de ceux qui avaient plus de 20 ans et plus à la sortie d'Égypte sera mort dans le désert et que ne sont plus là que ceux qui sont destinés à rentrer en Eretz Israël, à ce moment-là, la parole va reprendre. Donc, la prophétie traditionnelle, si vous voulez, très clairement, ne s'adresse qu'à ceux qui sont en Eretz Israël ou destinés à venir en Eretz Israël. Et les Juifs qui décident de rester en exil décident en réalité de se couper de la relation à celui qui a donné la Torah et à celui qui est le maître de l'histoire. Mais on n'en veut pas, en quelque sorte, lorsqu'on décide de rester en exil. Je referme cette parenthèse. Parenthèse importante, mais je la referme. Et donc, la Torah continue en disant c'est Moïse qui parle, Ata yadati, Achen noda hadavar, pardon, Achen noda hadavar.
Or donc, la chose est connue. Le faux pshat consiste à croire que Moïse dit « Ah ben maintenant, on sait que j'ai tué l'Égyptien ». C'est totalement inepte. Pourquoi c'est inepte? Parce qu'il y avait un témoin. L'Hébreu que l'Égyptien frappait était là. Et bien entendu qu'il a raconté à ses copains ce qui s'était passé. Ce n'était pas un secret. Et d'ailleurs, le statut élevé de Moïse en Égypte faisait qu'il n'avait rien à craindre des autorités égyptiennes. Il suffisait de dire que ce garde-chiourme égyptien lui avait manqué de respect et qu'il l'avait frappé et que, bon. Mais ce qui se dévoile là, et encore une fois, c'est le commentaire de Midrash que Rashi reprend, j'ai la réponse à la question que je me posais. Pourquoi ce peuple est-il réduit à cette situation déplorable? Eh bien, c'est que il le mérite. Et il faut que nous approfondissions la réflexion. Nous savons déjà que les Hébreux, à ce moment-là, sont très nombreux. Ils se sont multipliés de manière prodigieuse. Et il y aurait eu deux Hébreux qui se disputent, et de la dispute entre deux Hébreux, Moïse aurait pu conclure le fait que le peuple tout entier ne méritait pas d'être délivré. Inconcevable, invraisemblable. Ce pshat est illisible, à moins de comprendre que là, encore une fois, la Torah nous dévoile non pas un, un incident anecdotique, mais un profond trait de caractère descriptif de l'état de la société hébraïque en ce temps-là, dans cette situation-là, à ce moment-là, qui provoque de la part de Moïse un jugement catégorique. Achen noda hadavar. Maintenant, je sais, j'ai compris. Et le choix de Moïse pour la société hébraïque de la veille contre la société égyptienne, c'est une rébellion contre la souveraineté égyptienne. Il est traître à l'Égypte, il est passible de la peine de mort, il s'enfuit. Et où s'enfuit-il? Il s'enfuit à Midian. Est-ce que c'est par accident? Le verset ne nous dit pas qu'il s'enfuit et que par hasard il arrive à Midian. Le verset nous dit, dans un raccourci saisissant, il s'enfuit de l'Égypte, il va à Midian et il s'assied auprès du puits. Un seul verset. Là encore, Rachid nous dit, pourquoi à Midian? Eh bien parce que Moïse sait, la chose n'est pas secrète, que l'un des dirigeants à la fois politiques et spirituels de l'Égypte a rejeté les idolâtries, pardon, pas de l'Égypte, de Midian, a rejeté l'idolâtrie de son peuple. Or, Midian est un descendant d'Abraham. Et donc, Moïse constate qu'il y a une branche de la famille d'Abraham qui a fait ce qu'on appelle la démarche d'Abraham, rejeter les idoles. Et que par conséquent, du dedans de cette société-là, du dedans de cette famille qui a rejeté les idolâtries, il est peut-être possible de faire surgir, appelons cela, un nouveau projet d'identité hébraïque. Je ne veux pas dire un nouvel Israël, mais voilà. Il s'assuit auprès du puits, et Rachid va nous dire, eh bien, il rejoue l'histoire de Jacob qui a trouvé son zivoug, son épouse, auprès du puits.
C'est auprès du puits que Jacob rencontre Rachel. C'est auprès du puits que Moïse va rencontrer les filles de Yitro, dont Tsipora, qui va devenir sa femme. Et donc celle à partir de laquelle il va pouvoir éventuellement être à l'origine d'une nouvelle tentative d'identité hébraïque, descendante d'Abraham, et qui pourra, elle, continuer, poursuivre l'histoire. La Torah, immédiatement, nous fait part de deux choses. La première, c'est que Moïse va avoir un fils qu'il va appeler Gershom et qu'il appelle Gershom explicitement en disant Ger Haïti Eretz Nochia. Ger Haïti, j'ai été étranger, de Eretz Nochia, dans un pays étranger. Enfin, si je suis étranger, c'est dans un pays étranger. Mais le Midrash nous fait dire j'ai été étranger en Égypte et je suis dans un pays étranger à Midian. Il y a donc une prise de conscience de Moïse concernant son statut de non-appartenance ni à l'une ni à l'autre. C'est à ce moment-là que va se mettre en place dans le récit de la Torah l'annonce de ce qui va transformer Moïse pour en faire le chef d'Israël. De manière très succincte, d'abord, deux versets vont nous décrire la situation dramatique des Hébreux en Égypte. Le roi d'Égypte meurt, donc il va y avoir un nouveau pharaon qui doit asseoir son pouvoir. La situation des Hébreux va se détériorer. Ce n'est pas nécessairement à ce moment-là que c'est arrivé, mais c'est à ce moment-là que la Torah choisit de le raconter. Et immédiatement après, que Moïse était le berger des troupeaux de Jéthro et qu'il a conduit le troupeau au-delà du désert. Et donc Moïse se dévoile comme étant quelqu'un, un berger, qui est capable de conduire un troupeau au-delà du désert. Prémonitoire, en quelque sorte. Celui qui est capable de faire traverser le désert s'est dévoilé. Et alors va y avoir la scène du buisson ardent. La scène du buisson ardent commence par le fait que Moïse va déclarer je vais aller voir pourquoi ce phénomène curieux, pourquoi ce buisson brûle et ne se consume pas. Et c'est important puisque la Torah va nous dire immédiatement après que Dieu a vu que Moïse s'est détourné. Ça veut dire qu'il y a constatation du fait que quelqu'un qui est en chemin pour accomplir une tâche en soi importante est capable de faire un détour. Est capable de faire un détour pour aller constater un phénomène surprenant, étrange, quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre habituel des phénomènes. C'est donc quelqu'un qui est soucieux de comprendre ce qui se passe. Et alors va se déclencher tout le récit concernant l'interpellation de Moïse, lui demandant de retourner en Égypte parce que Dieu a décidé de faire sortir les Hébreux d'Égypte et que Moïse est envoyé en mission auprès de Pharaon.
Bon, il y a énormément de remarques à faire à ce sujet. Il faudrait pouvoir, et je vous le recommande, d'étudier tout ce passage quasiment au mot à mot. Il faut savoir que, d'après le récit de la Torah, dans la Torah Sheba'al-Pé en particulier, Moïse a discuté pied à pied pendant une semaine pour refuser la mission. Il veut pas. Plusieurs prétextes, plusieurs arguments. Ça ne dure pas le temps de la lecture. On lit ce passage en 5 minutes. Une semaine entière, Moïse discute et refuse la mission. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, eh bien, pour accomplir ta mission, tu seras accompagné de ton frère. Ça veut dire que, d'une certaine manière, lorsque la situation de fraternité est remise en évidence, alors Moïse peut accepter la gageure. Parce que le frère est réapparu. La fraternité est réapparue. Et donc, l'événement qui avait provoqué sa fuite trouve d'une certaine manière sa rédemption. Vayetze el Echav, et maintenant il retrouve son frère Aaron. Or, Aaron est le frère aîné, le fils aîné de Amram, et donc potentiellement l'héritier, celui qui serait appelé à diriger le peuple naturellement après Amram. Et Moïse appartient à cette famille. Et donc les deux frères vont aller de concert ensemble, retourner en Égypte, rassembler les anciens d'Israël, et la présence de Aaron va faire que les anciens d'Israël seront probablement plus à même d'écouter le message, à la fois de la crédibilité des affirmations de Moïse, confirmées par Aaron. Il faut se rappeler, ce qu'on oublie un peu trop souvent par piété, que Moïse n'a pas très bonne presse auprès des Hébreux. Il a grandi dans le palais du Pharaon. Alors imaginez les Haredim de cette époque-là qui disent « mais va savoir ce qu'il mangeait là-bas ». Il n'avait peut-être pas le statut de Sir Moses Montefiore à la cour d'Angleterre. Vous savez que Sir Moses Montefiore était un juif pratiquant et était un noble d'Égypte, un noble de la cour d'Angleterre. Et en tant que tel, il devait participer aux chasses à cour de la noblesse. Mais je ne sais pas si vous savez, je l'ai mentionné à une ou deux reprises déjà, que par égard pour Sir Moses Montefiore, on capturait 2 cerfs vivants pour que un shochet puisse leur faire la shrita kshera et qu'on lui serve le repas qui lui permettait de participer au repas royal après la chasse à cour. Ben, Moïse, il n'avait peut-être pas ce statut-là à la cour d'Angleterre. À la cour d'Angleterre. À la cour d'Égypte. Et donc, pourquoi
ce prince égyptien renégat, serait-il crédible de dire, bon, est-ce que vous avez vu ce film très intéressant, Le rabbin au Far West? Vous n'avez pas vu ce film? Moi, je l'ai vu, vous nous avez promis de nous faire un commentaire de ce film. Et il va Ben, falloir. j'ai fait ça à Herzliya. On a fait une projection du film à mes élèves de Herzliya il y a quelques années, avec arrêt sur image et commentaires de certains passages. Bon. Alors, je me rappelle en particulier d'une scène vers la fin du film. Bon, c'est un jeune élève de Yeshiva de Pologne qui a été envoyé pour devenir le rabbin d'une communauté de San Francisco ou de Los Angeles, je ne sais plus, je crois que c'est San Francisco, et pour épouser la fille du président de la communauté. Bon, entre-temps, il lui arrive toutes sortes de péripéties. Vers la fin du film, euh, et il se trouve habillé de manière extrêmement folklorique, enfin à la manière d'un cow-boy, etc. Et il est en compagnie de quelqu'un qui porte un beau costume avec chemise et bon, très, très smart. Et alors, le président de la communauté arrive là-bas avec une délégation des Juifs et il s'adresse bien entendu au copain qui est bien habillé en lui disant Monsieur le rabbin, nous sommes très honorés. Et puis l'autre lui dit non, c'est pas moi le rabbin, c'est lui. L'autre lui dit c'est toi le rabbin? J'imagine que c'est la manière dont les Kénim d'Israël se sont adressés à Moïse en disant que c'est toi le prophète. C'est à toi que Dieu a parlé. Pourquoi Dieu lui aurait parlé à lui précisément? Qui est-il? Il faut reconnaître que c'est quand même bizarre. Et donc, voilà, euh, la participation de Aaron est critique, capitale pour la compréhension de l'état des choses. Et Dieu avait dit au buisson ardent à Moïse qu'il se présenterait devant Pharaon accompagné des anciens d'Israël. Mais en réalité, Moïse arrive devant Pharaon avec Aaron seul. Et le Midrash décrit la manière dont les anciens d'Israël ont commencé à accompagner Moïse, se mettent en marche tous ensemble, et puis petit à petit, eh bien celui-là reste en arrière, et celui-là reste en arrière, et celui-là, et puis finalement, il n'y a que Moïse et Aaron qui se présentent seuls devant Pharaon. Bon, nous connaissons la suite, bien entendu. Et à la fin de la paracha, la situation des Hébreux a empiré. Ils vont devoir se procurer seule la paille pour fabriquer leurs briques, mais le nombre de briques qu'ils doivent fournir reste inchangé, donc ils ont 2 fois plus de travail. Et alors on les frappe de plus en plus pour qu'ils fassent leur travail de manière diligente. Et Moïse va se présenter devant Dieu et va se plaindre. Lama hareota lam hazeh, lama zeh shelachthani. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Umeaz bati el parole daber bishmecha. Et depuis que je suis venu chez Pharaon pour parler en ton nom, hera lam hazeh. La situation de ce peuple a empiré. V'hatzel lo hitzalta et amecha, et tu n'as pas délivré ton peuple. Mais Dieu a prévenu 2 fois Moïse, une fois au buisson ardent et une fois en chemin,
pour lui dire, tu vas aller chez Pharaon et il ne t'écoutera pas. Tu es envoyé en mission et cette mission est destinée a priori à échouer. Et donc Moïse était prévenu. Et sa plainte à la fin de la paracha est surprenante, sujet à étudier. Et la paracha se termine par un verset où Dieu lui dit Ata tir'e, maintenant tu verras. Rachid nous donne là-dessus un commentaire surprenant. Ce que je vais faire à Pharaon, tu le verras. Ce que je ferai au roi de Canaan, tu ne le verras pas, parce que tu n'entreras pas en Eretz Kenaran. Surprenant. Dès l'origine de sa mission, Moïse n'est pas destiné à rentrer en Eretz Israël. Et donc l'épisode du fameux rocher que Moïse a frappé au lieu de lui parler, et qui semblerait devoir être la cause pour laquelle la décision qu'il n'entrerait pas en Eretz Israël serait prise, est remise en question. Ata tir'e, maintenant tu verras, plus tard tu ne verras pas. Et le dernier mot du verset, Ki beyad chazaka yeshalechem, parce que d'une main forte il les renverra, beyad chazaka yegarchem me'artso, et d'une main forte il les chassera de son pays. Et nous devons comprendre que Dieu décrit à Moïse, dévoile en quelque sorte à Moïse, une double résistance. La résistance de Pharaon, et pour briser cette résistance de Pharaon, c'est dit un peu trop vite, il faudra corriger cette formule. B'yad chazaka yeshalechem, c'est la main forte de Dieu contre Pharaon, et il les renverra. B'yad chazaka yegarchem me'artso, et par une main forte de Pharaon contre les Hébreux, il les chassera de son pays. Pourquoi faut-il chasser les Hébreux? Parce qu'ils ne veulent pas partir. Et donc il y a une double résistance à la délivrance, curieusement, une résistance de Pharaon à laquelle se conjugue une résistance des Hébreux eux-mêmes. Il va falloir vaincre les deux résistances. Et nous savons malheureusement que cette résistance des Hébreux ne sera vaincue que pour 1/5 des Hébreux qui étaient présents en Égypte, et que 4/5 des Hébreux décident de rester en Égypte, et ils disparaîtront dans les ténèbres de l'Égypte. Voilà, c'est quelques points que je voulais évoquer avec vous dans notre étude sur la paracha de Shemot aujourd'hui. Toda Rabba. Merci beaucoup. Erev Tov. Erev Tov, Shabbat Shalom. Nous étions en Égypte.